faut considérer d'abord que l'espace public est plutôt défini comme un espace masculin, tandis que l'espace privé est plutôt un espace féminin, et par conséquent, les hommes ont le droit d'être dans l'espace public sans autre justification, tandis que les femmes, pour investir l'espace public, elles ont toujours besoin d'une raison, que ce soit parce qu'elles doivent se rendre quelque part, que ce soit parce qu'elles travaillent dans l'espace public, par exemple pour surveiller les enfants, que ce soit parce qu'elles doivent aller faire des courses ou ce genre de choses. Et donc, juste être dans l'espace public pour flâner, pour être assis sur un banc et regarder... tant qu'il y en a, la vie qui passe. Ça, c'est quelque chose qui, pour les femmes, est beaucoup moins facilement accessible. Non, pas du tout. Comme toute autre chose dans la société, c'est les construit avec une idée de neutralité de genre. En fait, elle reproduit les rapports de genre, les rapports de pouvoir inégalitaires entre les hommes et les femmes. Et donc, quand on regarde tout simplement qui construit l'espace public, c'est... des professions à domination masculine, c'est aussi une compétence politique à domination masculine, donc la grande majorité des personnes dans les communes, dans les régions qui ont en charge l'espace public, que ce soit des élus, des fonctionnaires, etc., c'est des hommes. Et donc, évidemment, eux, ils pensent les questions d'espace aussi se passent de leur expérience, qui n'est pas la même expérience de femmes. Et donc, juste un exemple dans l'espace public où il n'est pas adapté aux femmes dans leur rôle social actuel. Je ne dis pas du tout que c'est un rôle naturel, biologique. C'est que pour le moment, les femmes sont beaucoup plus responsables pour les soins pour les enfants. Et dans l'espace public, c'est assez difficile de se déplacer quand on est accompagné par les enfants en bas âge. Que ce soit les portiques de métro, que ce soit les trottoirs trop étroits, que ce soit le manque de toilettes publiques, etc., etc. Tout ça montre très clairement que l'espace public n'est pas du tout pensé et construit pour des personnes accompagnées par les enfants en bas âge, et donc ça touche majoritairement les femmes. Le sentiment d'insécurité chez les femmes est plus élevé en moyenne que chez les hommes, et ça c'est une constante internationale. Je ne pense pas que juste en aménageant l'espace public autrement que ça va mettre les femmes et les hommes à pied d'égalité, parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent ce sentiment d'insécurité. Il y a entre autres l'expérience de constamment être interpellé, être jugé sur son apparence et avoir renvoyé cette image d'être disponible juste parce qu'on est dans l'espace public. On est disponible pour mener des conversations, on est disponible pour être jugé, on est disponible pour établir des relations sexuelles, etc., etc. Et donc ce renvoi constant par le harcèlement sexiste dans l'espace public fait bien comprendre aux femmes, et ça à partir d'un âge assez précoce, ça commence avant la puberté déjà, que en fait l'espace public c'est pas leur espace, ou c'est pas un espace où elles peuvent être sans être importunées, sans être tout le temps être renvoyées à ce rôle de genre. Et donc ça participe, à ça se rajoutent les expériences de violence que nombre de femmes et de filles font aussi dans l'espace public, et à ça se rajoute aussi le sentiment de vulnérabilité qui est lié à l'image qu'on a de soi-même et de sa propre capacité de répondre à ce genre de situation et de résoudre ces situations-là de ses propres forces. Mais tout d'abord, il faut regarder comment l'espace public est construit, c'est quoi les processus qui mènent aux résultats qu'on a actuellement. Donc c'est les processus politiques, les processus de planification, les processus de construction, de maintien de l'espace public. Et une fois que l'espace public est construit en briques, il y a aussi la question de l'animation sociale de l'espace public, parce qu'il y a aussi des professions
qui ont comme tâche de faire quelque chose dans cet espace public, que ce soit les professions de sécurité, que ce soit les agents de prévention et sécurité, les vestes mauves, que ce soit des éducatrices de rue, des gardiens de parc, etc. Donc il y a beaucoup de professions qui sont professionnellement dans l'espace public et qui peuvent donc encadrer ces présences et ces utilisations de l'espace public. Et donc, par où commencer? Si on commence à la prise de position politique, quand je dois réaménager un quartier, en tant qu'élu, je peux déjà me poser la question qu'est-ce qui sera l'objectif de ce projet d'aménagement? Qui sont les publics cibles de cet aménagement? Est-ce que c'est les habitants? Est-ce que c'est les personnes qui fréquentent cet espace-là pour d'autres raisons que pour y habiter? Qui est-ce que je veux attirer dans cet espace-là et qui est-ce que je voudrais exclure de l'espace? Parce qu'il y a évidemment dans l'aménagement de l'espace public aussi des logiques d'exclusion. Pensons tout simplement aux personnes sans abri, etc. Et donc, de analyser pour chacun de ce groupe-là, c'est qui en fait? Est-ce que c'est un groupe homogène ou est-ce que c'est un groupe diversifié? Combien d'hommes, combien de femmes il y a dans ces groupes-là? Mais ce n'est évidemment pas les seuls critères, c'est aussi la question des âges, des origines, des situations socio-économiques, des situations familiales, etc., qui peuvent être très, très diversifiées et qui peuvent alors mettre des personnes à des positions sociales où les besoins par rapport à l'espace ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, cette analyse est vraiment très, très importante pour prendre des décisions qui guident tout le projet d'aménagement vers une approche qui soit inclusive, qui ait comme objectif central que tout le monde puisse être dans l'espace public. Parce que l'espace public, une des manières de le définir, c'est que c'est un espace qui soit accessible pour tout le monde avec la même difficulté ou facilité. Sinon, il n'est pas vraiment public s'il y a des gens qui sont exclus. Mais en tant que sociologue, je ne regarde pas que le matériel, mais aussi les normes, les valeurs qui guident les comportements des personnes. Et donc, il faut toujours venir des deux côtés à la fois et pas juste se concentrer sur l'un. Et donc, quand on parle de normes et valeurs qui pourraient empêcher les femmes d'investir l'espace public à pied d'égalité avec les hommes, il y a tout ce qui tourne autour de la notion de respectabilité. Donc c'est une très très longue histoire. Déjà quand vous regardez les premiers codices dans l'Asie mineure, où c'est très clair que quand les femmes sortent de chez elles, elles sont tout de suite catégorisées en femmes bonnes ou femmes mauvaises, en femmes protégées par le fait qu'elles appartiennent déjà à un homme et des femmes libres et disponibles de nouveau parce qu'elles sont soit des esclaves, parce qu'elles sont des prostituées, etc., etc. Et donc c'est entre autres par les styles vestimentaires que les femmes dans ces codices devaient signaler à quel groupe elles appartenaient. Et c'est quelque chose qui traverse en fait l'histoire, qui a toujours comme ça des séparations entre les bonnes et les mauvaises femmes, dans le sens les bonnes qui sont protégées parce qu'elles sont respectables, parce qu'elles sont mariées, parce qu'elles sont mères de famille, ce genre de choses, et parce qu'elles appartiennent aussi à la bonne classe. Parce que avec la révolution industrielle, c'était évidemment les femmes bourgeoises qui étaient les bonnes femmes, tandis que les femmes de la classe ouvrière, etc., n'étaient pas considérées comme respectables. Même chose pour les femmes blanches, les femmes racisées, etc. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il y a des femmes bonnes et des femmes mauvaises dans l'espace public, et c'est par notre manière de nous habiller, de nous comporter, etc., qu'on signale, et c'est quelque chose qui est bien ancré dans les normes, à quelle catégorie on appartient. Et même dans la langue, c'est quelque chose qui est bien intégré, qu'un homme public, c'est un homme qui fait de la politique, une femme publique, c'est pas une femme qui fait de la politique, c'est une femme qui est dans l'espace public pour bosser en tant que travailleuse du sexe. Et donc, ça montre très bien que la présence dans l'espace public enlève déjà de la respectabilité aux femmes,
Hein, donc on revient à cette notion d'être disponible pour les autres. Et donc ça, c'est quelque chose que la seule construction de l'espace public ne pourra pas enlever. Donc il faut aussi travailler sur les normes. Mais on peut évidemment construire l'espace public d'une manière où, dès le départ, on a pensé à tous ces différents groupes qui pourraient vouloir l'utiliser, vouloir l'investir, et donc le rendre accessible, que ce soit physiquement accessible, que ce soit mentalement accessible, parce que c'est un espace qui fait moins peur, parce qu'il y a moins de recoins sombres, parce qu'il est bien illuminé, parce que c'est un espace qui est construit de manière qu'il y a un contrôle social qui s'opère et qui peut donc enlever du sentiment d'insécurité aux femmes, parce qu'elles se sentent à l'aise, puisqu'il y a des gens qui regardent, qui pourraient intervenir, etc. Voilà. Mais tout d'abord, il faut de nouveau voir qui sont les personnes qui travaillent dans ces professions-là. Et de nouveau, on voit que c'est une grande majorité d'hommes qui travaillent dans ces professions. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est des professions qui s'investissent dans l'espace public que c'est moins attractif pour les femmes, puisque l'espace public, pour elles, c'est problématique. Et j'ai parlé à des personnes qui font du recrutement pour ce genre de profession et qui disent à quel point c'est difficile d'attirer des femmes quand elles font des offres d'emploi, etc. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine, je pense, de féminiser ces professions-là pour que, déjà juste par la représentation, l'image que donnent ces professions-là, ça devienne clair que les femmes ont une place dans l'espace public. Parce que si maintenant tous les gardiens de parc sont des hommes, ben, l'image que ça renvoie, c'est que les parcs, en fait, c'est l'affaire des hommes. Hein, et les femmes, elles peuvent être là en invité, mais ce n'est pas vraiment leur espace. Même chose pour la police, pour les agents de prévention et sécurité avec les vestes mauves, etc. C'est une majorité d'hommes chaque fois, où il n'y a pas de raison, parce que ce n'est pas des professions où on travaille avec les parties génitales. Donc tout le monde, en principe, pourrait faire ce travail. Donc ça, c'est une première chose à faire. Une deuxième chose à faire, c'est de former ces professions-là pour déjà développer une conscience et une analyse de genre. Parce que si on n'a jamais réfléchi sur ces questions-là, on trouve que la manière comment les choses sont, elles sont normales, c'est comme ça. Voilà. Et donc, ce serait intéressant de développer ce regard un peu spécial dans ces professions-là pour que les gens qui travaillent dans ces professions se rendent compte, tiens, dans ce parc-là, les femmes restent toujours à cet endroit-là, tandis que les hommes plutôt dans cet autre endroit, ou qu'il y a certaines heures où il n'y a plus aucune femme et les hommes sont toujours là, ou ce genre de constat pour après pouvoir travailler dessus. Et après, on peut mettre en place des projets, des activités, une communication aussi pour surmonter les obstacles à l'accessibilité pour les femmes qu'on a analysées. Alors, je ne suis pas du tout anthropologue, donc je ne pourrais pas faire des constats sur le monde entier. Maintenant, c'est clair, c'est clair que c'est un problème qui, depuis les années 80, est beaucoup discuté dans le mouvement féministe. Et ça a un peu plic-ploc partout dans le monde. Et donc, il y a pas mal de projets qui se sont mis en place pour rendre l'espace public plus rassurant, plus accueillant, plus accessible pour les femmes. Maintenant, je ne suis pas consciente d'un endroit où ce soit réussi à 100% déjà, c'est work in progress, on évolue vers, mais il y a donc, moi je suis autrichienne, donc je connais un peu ce qui se passe du côté germanophone, et déjà quand j'habitais encore à Vienne il y a plus de 20 ans, c'était déjà une préoccupation du département de planification de la ville. Et donc, on a des quartiers où les questions de genre sont vraiment intégrées depuis la phase de planification, où de la manière comment les logements sont construits, comment les espaces communs sont construits, etc. Il y a vraiment une volonté d'un côté de rassurer et de rendre ça accessible pour tous les groupes de la population, y compris les femmes, mais aussi de permettre par des espaces plus, plus flexibles, différentes manières de l'utiliser.
Hein. Donc, je pense notamment à des plaines de jeux où ce n'est pas la cage du football, soit on est dedans, soit on rentre, mais où c'est des aménagements beaucoup plus fluides, où il y a la possibilité de s'approprier l'espace de manière graduelle. C'est pas je fais le grand pas et je suis dedans, et alors je dois absolument jouer au foot, mais il y a par exemple un banc où on peut d'abord s'asseoir et regarder ce qui se passe. Et puis si le ballon vient près de moi, peut-être j'ai envie de me lever, taper dedans, et puis je me rassois. Et comme ça, peu à peu, hein, ça rend le jeu de football plus accessible pour des personnes qui ne sont pas de prime abord déjà super forts en foot. Et ce qui concerne surtout les garçons de nouveau. Et c'est aussi des espaces plus polyvalents où différentes sortes de jeux peuvent être joués, pas que les jeux de ballon, mais aussi d'autres jeux. Voilà, donc ça c'est des approches que je trouve vraiment très intéressantes. Et on voit que ça a un impact sur l'utilisation de l'espace, qu'il y a plus de filles qui viennent. Mais au même moment, de nouveau, les éducateurs de plaine de jeu, les éducatrices de plaine de jeu sont aussi formés pour intervenir, pour accueillir les enfants, les jeunes, avec une approche de genre. Alors, les marches exploratoires, c'est un outil d'analyse de genre de l'espace public qui a été développé à différents endroits de la planète, à peu près dans les années 80. Donc, en Europe francophone, on dit toujours que tout vient du Québec. Et en effet, au Québec, dans les années 80, il y a eu des initiatives de marche exploratoire, mais le même type d'outil a été utilisé en Angleterre, en Allemagne, en Autriche. Voilà, ça c'est un peu les pays que je connais, mais sans doute aussi dans d'autres. Hein. Donc, et je pense que ce n'est pas un hasard que ça émerge au même moment à différents endroits de la planète, parce que les marches exploratoires répondent à un besoin qui est d'analyser l'espace public avec une démarche participative, donc avec des femmes, pour vraiment partir de leurs expériences, pour arriver à des constats qu'on peut après traduire dans des recommandations, des revendications, des projets. Et donc, qu'est-ce que c'est une marche exploratoire? C'est en fait une promenade dans un quartier avec un petit groupe de femmes qui connaissent bien le quartier, souvent parce qu'elles y habitent, parfois aussi parce qu'elles fréquentent pour d'autres raisons. Donc, par exemple, à Bruxelles, on a déjà fait des marches dans le quartier de la gare du Nord avec des naveteuses qui donc traversent l'espace public de la gare jusqu'au bureau pour se rendre au travail. Ce qui fait tout à fait une autre expérience de l'espace public que si on y habite. Hein. Et donc, il y a toute une méthodologie, des exercices, des questions, etc., qui encadrent cette promenade-là et qui ont le but de faire émerger les expériences des femmes dans cet espace-là et la réflexion critique des femmes par rapport à cet espace. Et comme c'est une activité qui se fait en non-mixité, que entre femmes, ça libère aussi la parole, parce que quelque chose qu'on a constaté quand on fait ce genre de marche en mixité, c'est que les hommes souvent ne veulent pas croire ces expériences des femmes ou commencent à discuter avec elles qu'est-ce que c'est la grande vérité, parce que les expériences sont différentes. Et nous, on part de l'idée que les expériences des hommes en tant que groupe social sont déjà assez bien prises en compte dans l'aménagement de l'espace public, puisque c'est fait pour, pas tous les hommes évidemment non plus, mais pour des hommes qui ont un travail, qui ont une voiture, qui sont d'âge moyenne, classe moyenne, etc. Et donc c'est avec eux en tête que les espaces en général sont aménagés. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer cette autre expérience qui est donc influencée par le genre féminin. Et donc, par ces exercices et par ces questions, on essaye de vraiment utiliser tout le corps, tous les sens, différentes manières de perception pour
approfondir la connaissance et la perception de l'espace. Parce que souvent, l'espace public qu'on utilise tous les jours, on trace, on ne regarde pas tellement à gauche et à droite, etc. Et donc, marcher lentement, s'arrêter tout le temps, regarder autour de soi, essayer d'entendre, de sentir avec son nez, ça change aussi la perception de l'espace. Et donc, ça approfondit les choses. Et on essaie aussi de réfléchir avec les femmes sur si maintenant elles avaient la baguette magique qui leur permettait de changer l'espace comme elles l'entendent, qu'est-ce qui serait la priorité, qu'est-ce qu'elles feraient d'abord. Et c'est assez intéressant ce qui en sort, parce que se mettre à la place du bourgmestre, de la bourgmestre, c'est un exercice qui, dans un premier temps, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu maintenant je dois décider quelque chose, c'est difficile. Mais après, vraiment, elles ont plein d'idées et qui ne sont pas juste des idées pour leur bien-être, mais aussi pour le bien-être de leur famille, la voisin, voisine, etc. Donc, elles ont souvent une lecture des questions spatiales assez collective, en fait. Ce qu'on fait aussi dans les marches exploratoires, c'est de voir qui est dans l'espace pour faire quoi. De vraiment, pas juste regarder les briques, mais aussi qui est dans l'espace et qu'est-ce que l'espace induit comme utilisation, comme fonctionnalité. Et de nouveau voir, est-ce que c'est égalitaire, est-ce qu'elles se sentent à l'aise avec les gens qui sont là, si maintenant elles avaient besoin d'aide, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui elles pourraient s'adresser, voilà. Donc c'est vraiment une démarche qui essaye de voir par quelle boule prendre si vraiment on veut faire changer les choses. Et comme c'est une promenade dans l'espace public avec un petit groupe de femmes, c'est aussi une manière de se réapproprier l'espace de manière en groupe. Parce que c'est pas nous qui décidons où on va avec une marche. En fait, on réfléchit d'abord sur un plan du quartier avec les femmes sur tous les endroits qu'elles connaissent dans le quartier, les endroits qu'elles trouvent agréables, qu'elles trouvent désagréables, où est-ce qu'elles font leurs courses, où est-ce qu'elles prennent les transports, etc., etc. Et on marque tout ça sur le plan et puis on essaie de trouver une route qui lie un maximum de points sur le plan pour vraiment visiter tous les endroits qui, pour elles, sont importantes positivement ou négativement. Et donc on visite aussi des endroits qu'elles trouvent angoissantes, où elles ne se sentent pas à l'aise, où il y a peut-être déjà des choses qui leur sont arrivées. Et le fait d'y aller en groupe, ça leur permet d'y aller en se sentant en sécurité. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, je pense, parce que il y a aussi des endroits qui font peur parce que tout le monde sait à quel point c'est dangereux à ces endroits. Il y a comme ça des légendes, des mythes, etc. Mais en fait, ces endroits ne sont pas plus dangereux que d'autres. Donc je me rappelle notamment un cours d'autodéfense que j'avais à Autigny, où toutes les femmes dans le groupe disaient « Oui, ce petit chemin qui longe le chemin de fer, c'est super dangereux, il y a déjà une femme qui a été tuée là. » Et puis il y avait une agente de police dans le groupe aussi qui a dit « Mais non, il n'y a jamais de femme qui a été tuée. » Et donc il y a comme ça des légendes qui nourrissent encore le sentiment d'insécurité. Et y aller et voir de ses propres yeux qu'en fait, c'est pas plus glauque, plus lugubre que n'importe quelle autre rue. Ça permet de peut-être la prochaine fois aussi y aller seul. Alors dans la méthode des marches exploratoires comme nous on l'utilise, on ne cherche pas le consensus et on le dit très clairement au départ que ce qui nous intéresse c'est toute la panoplie des idées, des constats, etc. même si on n'est pas d'accord et que c'est pas grave. Parce que les femmes ne sont pas un groupe homogène non plus, donc forcément, elles peuvent avoir des besoins, des intérêts contradictoires les unes avec les autres. Un exemple qui me vient comme ça en tête d'une marche où j'ai participé, c'était Place des Martyrs,
où il y avait une femme qui disait que ces vieux pavés, c'est vraiment esthétiquement très beau et il faut vraiment regarder ça. Et une autre qui disait, mais moi, jamais j'arrive à traverser cette place avec une poussette parce que mon enfant, il va être secoué dans tous les sens. Et donc, on a ensemble réfléchi s'il y a un compromis possible. Hein. Donc, par exemple, on pourrait laisser les pavés, mais aussi mettre comme des chemins avec des plaques plus plats. Hein. Et comme ça, on ne change pas le caractère de la place, mais quand même que ce soit des personnes à mobilité réduite, des personnes qui portent des hauts talons, des personnes qui sont accompagnées par des enfants en bas âge, etc., peuvent aussi aller dans cette place-là, la traverser et tout ça. Donc ça, c'est pas toujours possible de trouver une solution où toutes les idées ou tous les besoins sont intégrés. Et ce n'est pas le but du marché exploratoire non plus. C'est d'abord d'analyser c'est quoi en fait les besoins, les demandes, les intérêts. Et après, ça devient des décisions politiques. Hein. Nous avons fait le constat que si on fait de notre côté des marches exploratoires et on attend la toute fin pour présenter des recommandations, les pouvoirs publics ne sont pas super chauds pour tout de suite sauter sur le wagon et dire « Ah oui, mais c'est génial, etc. » Donc ce qu'on essaie, c'est de déjà en amont établir des partenariats, que ce soit la commune, que ce soit la société de transport ou les autres acteurs d'espace public, pour leur expliquer la démarche, pour leur expliquer l'intérêt que ça a de travailler sur les questions de genre dans l'espace public, et donc de les préparer mentalement à ce fait qu'il y aura des choses qui vont sortir, qui vont leur dire qu'en fait, l'espace public comme il est actuellement, il ne convient pas. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des professionnels qui sont très fiers de leur travail. Et si on vient leur dire oui, mais en fait, les femmes ne trouvent pas tel ou tel aspect de votre travail très bien, bah, ils peuvent aussi le prendre personnellement. Et donc ça, c'est vraiment pas le but. On n'est pas là pour accuser des individus d'avoir mal aménagé l'espace. Mais on veut ensemble améliorer comment il est aménagé. Donc c'est un processus d'apprentissage, mais qu'il faut vraiment amorcer sur une longue durée. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de préparer le terrain, de voir aussi s'il y a des questions des pouvoirs publics vers les femmes, que nous, on peut intégrer alors dans notre démarche d'analyse. Donc, par exemple, si un pouvoir public dit « oui, mais à tel endroit, on veut réaménager telle chose, construire telle chose, demander un peu ce que les femmes en pensent, bah, on peut le faire. Hein. Si on n'est pas au courant de ce qui est planifié, on ne peut pas. Et une fois que les recommandations sont là, bah, évidemment, il y a des rencontres, il y a des discussions, des présentations, etc. On essaie aussi de toujours sensibiliser et travailler avec les deux volets, donc le volet politique et le volet administratif, parce qu'il y a les élus, il y a les fonctionnaires, et souvent il y a encore le troisième volet qui sont les professionnels qui sont après engagés pour travailler sur l'espace, les architectes, les urbanistes et tout ça. On propose souvent aussi des formations, sur base de ce qu'on a déjà pu constater maintenant, quand même depuis 8 ans, pour que les gens commencent à développer un peu de sensibilité, un réflexe genre dans leur manière de réfléchir, de travailler, etc. Voilà. Ah bah, je dirais que cette personne pourrait par exemple se charger avec 2-3 sacs de course et une poussette et essayer de faire exactement le même chemin qu'elle fait normalement pour voir si ça fait une différence. Où cette personne pourrait commencer à demander autour de lui à des femmes avec différentes caractéristiques, par exemple une jeune fille, une femme âgée, une femme qui a des enfants, une femme qui n'en a pas, etc., pour voir si toutes ces femmes-là ont un avis égal sur un quartier. Et on se rend compte que non, en fait, et que
notre manière de vivre l'espace public, de le percevoir, de faire des expériences dedans, est en fait assez fort liée à notre position sociale, et que si on ne fait pas un effort actif d'apprendre quelque chose sur les autres positions sociales, ça reste invisible. Je me dis aussi qu'il faudrait peut-être rajouter à tout ce que j'ai raconté qu'en Belgique, on commence à avoir maintenant des premiers résultats. Donc ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille sur cette question-là. C'est pas que à l'étranger. Et par exemple, à la ville de Namur, c'était quand ça, en 2017, on a fait des marches exploratoires dans 3 quartiers du centre-ville où il y avait des plans de réaménagement, et on faisait ça en amont des travaux. Et puis la ville de Namur a décidé d'intégrer le cahier de charges dans le cahier de recommandations dans le cahier de charges pour les appels d'offres. Et donc les architectes, les urbanistes étaient obligés de tenir compte de ça s'ils voulaient avoir une bonne chance d'emporter le marché. Et pour certains, c'était un peu la panique, donc on a reçu de coups de téléphone, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et à la fin du compte, il y a donc pour le quartier Caserne un bureau d'architectes qui a emporté le marché, qui vraiment a réussi assez bien à intégrer ce qui est sorti des marchés exploratoires dans la proposition. Et c'est en voie de construction, donc si vous voulez, c'est le premier quartier en Belgique qui va être construit sur base d'une analyse de genre. C'est pas encore fini, donc j'ose pas dire à quel point c'est réussi ou pas, mais en tout cas, ça ce sera un premier exemple. Donc ça montre bien le temps que ça prend. Changer l'espace public, c'est pas un truc qui se fait en 1 an ou 2, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et donc, il faut de la patience. Alors, tout d'abord, ce qui va être fait dans ce quartier-là, c'est des aménagements. Donc, c'est le nouveau palais de justice de Namur qui va être construit là, plus des habitations, plus une bibliothèque, plus des cafés, plus un parc. Donc, vraiment plein de différentes fonctionnalités. Et donc, on a pu avoir une influence sur comment la mobilité est pensée et conçue dans ce quartier, comment le contrôle social va être, dans le parc par exemple, va être amélioré pendant la nuit par le fait qu'il y aura justement des cafés, des terrasses, etc. Voilà, donc c'est vraiment, c'est souvent des toutes petites choses qui changent, c'est pas un projet complètement différent, donc il ne faut pas penser qu'on ne reconnaîtrait plus la ville si on l'adapte au genre. Souvent, par des tout petits changements, on peut vraiment améliorer très fort l'accessibilité de l'espace public. Donc aussi les matériaux qu'on utilise pour la couverture du sol, le type d'illumination qu'on utilise, tout ça, ça change très vite les choses.